Il a chassé la veuve de son propre sang. Il a regardé ses 3 neveux pleurer de faim sur le bord de la route. Un sac de toile pour tout bagage. Tout ça pour de la terre, pour des hectares de plantations que son grand frère avait bâties à la sueur de son propre front. Dans nos traditions, la veuve et l'orphelin ne sont pas des cibles. Ce sont des êtres sacrés. Quand un homme s'en va, sa famille doit protéger ceux qu'il laisse derrière lui. C'est un pacte invisible, scellé avec la terre qui nous nourrit et les ancêtres qui nous regardent. Mais l'argent et la jalousie peuvent transformer un frère en un monstre. Moussa pensait avoir gagné. Il pensait que sans son grand frère Amadou pour le stopper, il était enfin le roi du domaine. Il a signé les papiers. Il a changé les serrures. Il a ri au nez des gens qui le mettaient en garde. Mais ce que Moussa avait oublié, c'est que la terre d'Afrique a une mémoire. Elle sait qui l'a arrosée de sa sueur, et elle sait qui l'a souillée par la trahison. Moussa allait apprendre, à ses dépens, que l'on ne bâtit jamais sa fortune sur les larmes d'une veuve maudite. La terre de ses ancêtres allait devenir sa propre prison. Bienvenue dans nos histoires. Installez-vous confortablement, car l'histoire de Moussa, d'Aminata et de la terre sacrée de Boundiali est une leçon que personne dans la région n'oubliera jamais. Pour comprendre ce drame, il faut revenir 10 ans en arrière. Amadou et Moussa étaient 2 frères nés de la même mère, mais que tout opposés. Amadou, l'aîné, était l'homme de la terre. Il travaillait, il était respectueux, il avait hérité d'un petit lopin de terre familial à la lisière du village. Là où d'autres voyaient de la poussière et des mauvaises herbes, Amadou voyait l'avenir. Pendant des années, il s'est levé à 4 heures du matin. Il a planté des hectares de cacao. Sa plantation est devenue la plus prospère de la région, employant plus de 20 jeunes du village. Amadou a épousé Aminata, une femme humble, courageuse, qu'il a soutenue quand il n'avait rien. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Ils formaient l'image même du bonheur et de la réussite honnête. Et puis, il y avait Moussa, le cadet. Moussa aimait la facilité, les vêtements de marque, la vie nocturne de la grande ville. Chaque fois qu'il manquait d'argent, c'est-à-dire tout le temps, il revenait au village pour demander des comptes à son frère. Amadou, par amour fraternel, payait ses dettes, lui achetait des motos, l'aidait à lancer des commerces que Moussa abandonnait au bout de 3 mois. Et il y a un événement précis que les anciens du village racontent encore sous l'arbre à palabres. Un événement qui montre à quel point le cœur de Moussa était déjà corrompu. Un samedi de grand marché, Moussa est arrivé de la capitale au volant d'une voiture de location qu'il ne pouvait pas payer. Il s'est garé devant la boutique de pagne de sa belle-sœur Aminata. Devant les clientes, il a exigé qu'elle lui donne la caisse du jour, sous prétexte que son frère Amadou lui devait de l'argent. Aminata, connaissant le caractère violent de son beau-frère, refusait poliment mais fermement. Moussa a hurlé. Il a renversé les étals, insulté la mémoire de la famille d'Aminata, créant un scandale que tout le quartier a vu. Quand Amadou est arrivé de la plantation, couvert de sueur et de poussière, il n'a pas frappé son jeune frère. Non, Amadou était un homme de paix. Il a regardé Moussa dans les yeux, a sorti un billet de sa poche, l'a donné au loueur de voiture pour régler la dette de son frère, et lui a dit, « Moussa, le sang ne se vend pas. Mais attention, la dignité ne s'achète pas non plus au marché. Un jour tu chercheras cette famille que tu insultes, et tu ne retrouveras que le vide. » Au lieu de remercier son frère, Moussa a craché par terre avant de démarrer en trombe. C'est à partir de ce jour-là que Moussa a cessé de voir Amadou comme un grand frère protecteur. Il l'a vu comme un obstacle, un homme trop juste, trop respecté, dont la simple existence mettait en lumière sa propre médiocrité. Dans les maquis de la capitale, Moussa s'asseyait avec ses amis de débauche et il disait « Mon frère amasse des millions dans la brousse. Il vit comme un paysan alors qu'on pourrait vivre comme des rois. S'il lui arrive quelque chose, tout cet empire me revient. » Les gens riaient, pensant que c'était des paroles d'ivrogne. Ils ne savaient pas que la jalousie était en train de ronger son âme comme un acide. Moussa ne voyait pas le travail de son frère. Il ne voyait que l'argent. Dans son cœur, une haine invisible mais féroce
avait poussé, la jalousie. Il se disait, mais pourquoi lui a tout et moi je n'ai rien? Cette terre appartient aussi à notre nom de la famille. Il oubliait que c'était Amadou qui avait transformé cette terre en or grâce à ses mains. En mai 2024, le destin a basculé. Amadou, qui ne tombait jamais malade, a été pris de violents maux d'estomac en revenant de la plantation. En moins de 48 heures, malgré les soins, son cœur a lâché. Le village était sous le choc. Aminata était brisée. Ses cris de douleur résonnaient dans toute la vallée. Mais pendant que les larmes coulaient, les calculs commençaient. La nuit qui a suivi le décès d'Amadou, alors que le corps était encore à la morgue de l'hôpital régional, une réunion secrète se tenait à quelques kilomètres du village. Dans une cour sombre, Moussa avait convoqué l'oncle Tidiane et l'oncle Suleiman, deux vieillards dont la barbe blanche cachait des cœurs assoiffés d'argent. Autour d'une bouteille de liqueur forte, le pacte du diable a été scellé. Moussa leur a dit, si nous laissons Aminata gérer la plantation, elle va appeler ses frères de son village natal. Notre nom de famille va perdre ce domaine. Mais si vous vous levez pendant le conseil de famille pour dire que la coutume m'impose de prendre la relève, je vous donnerai 20% des ventes de chaque récolte de cacao. Les deux oncles qui auraient dû être les gardiens de la justice et de la mémoire d'Amadou ont hoché la tête. L'oncle Tidiane a bu son verre d'un trait et a répondu, « La veuve n'a pas de bouche pour parler ici. Prépare les documents, nous ferons le reste. » C'était une trahison sacrilège. Pendant ce temps, dans la maison principale, Aminata veillait seule avec ses 3 enfants en bas âge. Elle ne pensait ni à l'argent, ni aux hectares de terre. Elle pleurait l'homme de sa vie, le père de ses enfants, celui qui l'avait respecté et aimé. Elle ignorait que les hyènes de la famille étaient déjà en train de se partager les os de son bonheur. Avant même que le corps d'Amadou ne soit sous terre, Moussa était déjà dans la maison, fouillant les tiroirs à la recherche des titres de propriété. Traditionnellement, après le deuil, le conseil de famille se réunit. Moussa, soutenu par 2 oncles cupides qui l'avaient corrompu avec des promesses d'argent, a pris la parole. Devant toute la famille élargie, il a déclaré « Aminata n'est qu'une pièce rapportée. Mes neveux sont trop jeunes. Selon une interprétation détournée de notre coutume, c'est moi le frère de sang qui reprend la gestion du domaine et de la grande maison. » Aminata, encore en pagne de deuil, les yeux gonflés, a supplié. « Moussa, ton frère a travaillé pour ses enfants. Laisse-nous juste la maison et une partie de la plantation pour que je puisse payer l'école des petits. » Moussa a ricané. « Tu as 3 jours pour faire tes bagages et retourner chez tes parents dans ton village. Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Tu n'as aucun droit. » Les villageois étaient indignés, mais les oncles influents ont validé la décision. C'était une injustice flagrante, une trahison pure. Le soir même de cette décision injuste, le village n'a pas dormi. Une réunion spontanée s'est tenue chez le chef des jeunes. La colère grondait. Les jeunes disaient « Amadou nous payait dignement. Il finançait nos projets. Il a construit le forage d'eau du quartier. On ne peut pas laisser ce parvenu de Moussa chasser sa famille. Il voulait aller affronter Moussa par la force. » Mais le vieux chef du village les a arrêtés en levant son bâton de commandement. Il leur a dit « Ne le touchez pas. Si vous le frappez, la police viendra et vous irez en prison. Laissez la justice des hommes de côté. » Moussa a défié les lois invisibles de notre communauté. Ne le saluez plus. Ne lui vendez plus rien au marché. S'il s'assoit quelque part, levez-vous. Devenez invisible pour lui. Le lendemain, Moussa est allé au marché pour acheter des cigarettes et de la viande. Lorsqu'il s'est approché de l'étal du boucher, ce dernier a croisé les bras et a regardé le ciel, feignant de ne pas le voir. Moussa a crié, a sorti un billet de 10 000 francs en le secouant. « Mon argent est bon, prends-le. » Le boucher n'a pas bougé d'un cil. Moussa est allé chez le boutiquier mauritanien, qui a immédiatement baissé son rideau de fer à sa vue. C'est à ce moment-là que Moussa a compris le prix de sa trahison. Il était riche de millions, mais il était devenu un fantôme au milieu des siens.
Cette solitude forcée a commencé à le rendre paranoïaque avant même que la malédiction ne frappe sa terre. Le jour du départ d'Aminata fut un jour de deuil national au village. Elle a chargé ses quelques affaires dans un vieux pick-up. Avant de monter, elle s'est déchaussée. Elle a marché pieds nus jusqu'à la terre de la plantation. Elle a ramassé une poignée de cette terre rouge, l'a serrée dans sa main, et les larmes aux yeux, elle a levé les bras vers le ciel. Elle n'a pas crié. Elle a parlé d'une voix calme qui a fait frissonner tous ceux qui étaient présents. Terre qui a nourri mon mari, terre qui connaît la vérité. Moussa nous chasse aujourd'hui comme des chiens. Si mon mari t'a acquise par le vol, que Moussa prospère. Mais si nous avons travaillé honnêtement et qu'il nous vole la vie de mes enfants, alors que cette terre refuse de le nourrir, qu'il lui rende chaque jour ce qu'il nous fait subir. Elle a jeté la poussière au vent. Elle est montée dans la voiture avec ses 3 enfants et elle est partie. Moussa, installé sur la véranda de la grande maison, a éclaté de rire. La sorcellerie des femmes ne me fait rien. Je suis le maître ici, s'est-il écrié. L'arrogance de Moussa a atteint son sommet lors de la grande fête qu'il a organisée pour ce qu'il appelait son couronnement. Il a invité tous les profiteurs de la capitale, des gens qui ne connaissaient même pas le nom d'Amadou. Il a fait tuer 3 bœufs, a acheté des caisses de champagne et a engagé des musiciens. Le village regardait ce spectacle avec dégoût, alors que la famille était encore censée être en période de deuil respectueux. La musique résonnait à fond dans le domaine. Au milieu de la nuit, une vieille femme du village connue pour sa sagesse et sa piété s'est avancée vers la véranda. Elle s'appelait Maïmouna. Elle s'est arrêtée devant Moussa, qui dansait ivre de pouvoir. La musique s'est coupée. Le silence est tombé. Maïmouna lui a dit, « Mon fils, l'argent que tu dépenses ce soir sent les larmes des orphelins qui dorment ce soir sur des nattes tressées dans un village lointain. Chasser une femme de la maison qu'elle a bâtie avec son mari, c'est creuser sa propre tombe. Arrête-moi cette fête, rappelle ta belle-sœur et demande pardon avant que le soleil ne se lève. » Moussa, aveuglé par l'alcool et l'orgueil, a attrapé le bras de la vieille femme et l'a poussée hors de la cour. « Allez raconter vos histoires de vieux temps ailleurs, a-t-il crié. Le monde a changé. L'argent commande et aujourd'hui c'est moi qui commande ici. La vieille femme s'est relevée doucement. Elle a nettoyé la poussière sur son pagne, a regardé la plantation sombre derrière la maison et a simplement dit « Tu as parlé aux hommes, Moussa. Maintenant, attends de voir si la terre est d'accord avec toi. » La fête a repris, mais l'ambiance était devenue lourde. Les invités de la ville, sentant un malaise invisible, ont commencé à s'en aller un par un avant l'aube. Les 2 premiers mois, Moussa a mené la grande vie. Il a vendu le stock de cacao récolté par Amadou, empochant des millions de francs CFA. Il frimait, achetait le silence de ses complices. Mais la fête allait être de courte durée, car la terre écoutait. Le 3e mois, la saison des pluies est arrivée. Une pluie normale pour toute la région, sauf pour le domaine de Moussa. Une nuit, une tempête localisée, d'une violence inouïe, s'est abattue uniquement sur ses plantations. Le lendemain matin, le spectacle était apocalyptique. Des centaines d'EVA centenaires, pourtant solides, avaient été déracinés comme de simples fœtus de paille. Les terres voisines, intactes. Pas une feuille n'avait bougé chez les voisins. Refusant de voir la vérité en face, après la tempête mystique qui avait détruit ses EVA, Moussa a refusé de plier le genou. Dans sa tête, Aminata avait payé un sorcier pour détruire ses récoltes. Il a donc décidé d'utiliser des moyens encore plus sombres. Il a voyagé jusqu'à la frontière pour ramener un homme dont on murmurait le nom avec effroi. Le vieux Seng des ténèbres. Un homme qui prétendait pouvoir dompter les esprits de la terre par des sacrifices de sang. Le charlatan est arrivé au domaine au milieu de la nuit. Vêtu de loques rouges, il a demandé à Moussa une somme astronomique, l'équivalent du prix d'une voiture neuve, ainsi qu'un bœuf noir pour le sacrifice. Moussa, aveuglé par la rancœur, a tout payé sans hésiter. Le charlatan a commencé ses rituels au centre de la plantation, creusant un trou pour y enterrer des talismans. Mais au moment où le sang du bœuf a touché le sol, un vent glacial s'est levé. Éteignant toutes les torches, le charlatan s'est arrêté net,
Ses yeux se sont écarquillés de terreur. Le sol sous ses pieds est devenu brûlant, comme de la lave. Le vieil homme a jeté ses fétiches à terre, a regardé Moussa et a hurlé. « Tu m'as menti. Tu m'as dit que c'était une dispute de terrain ordinaire. Cette terre est gardée par le sang d'un homme juste. Aucun de mes pouvoirs ne peut sceller la bouche d'un mort qui réclame justice pour sa famille. » Le charlatan s'est enfui en courant dans la nuit noire, abandonnant ses affaires. Moussa s'est retrouvé seul au milieu de ces champs sombres, avec le cadavre de bœuf noir qui a pourri en moins de 2 heures, attirant des milliers de vautours autour du domaine. Ce n'était que le début. Moussa a engagé des ouvriers à grands frais pour nettoyer et replanter. Mais c'est là que le véritable mystère a commencé. Dès qu'un ouvrier posait le pied sur la plantation, il était pris de vertige ou se blessait mystérieusement avec ses propres outils. En une semaine, plus aucun jeune du village ne voulait travailler pour Moussa, même pour le triple du salaire habituel. Les rumeurs couraient. La terre d'Amadou refuse qu'on la touche. Désespéré et voyant ses comptes se vider, Moussa a décidé d'aller travailler lui-même. Lui qui n'avait jamais tenu une machette s'est rendu au champ. À peine avait-il enfoncé l'outil dans le sol qu'un essaim de guêpes noires d'une taille inconnue dans la région a surgi de la terre. Elles ne l'ont pas seulement piqué, elles l'ont poursuivi jusqu'à sa maison. Moussa a fini à l'hôpital, le corps boursouflé, frôlant la mort. Pendant son absence, un phénomène encore plus étrange s'est produit. La grande et belle maison construite par Amadou a commencé à pourrir de l'intérieur. Une odeur de décomposition, impossible à localiser, a envahi les pièces. Les termites ont dévoré les meubles de luxe de Moussa en quelques jours, mais ont laissé intactes les vieilles photos de famille d'Amadou et de ses enfants. Ce que Moussa n'avouait à personne, c'est qu'il ne pouvait plus dormir dans cette maison. Chaque fois qu'il fermait les yeux dans la chambre principale, celle qui était autrefois celle d'Amadou et d'Aminata, le sol se mettait à vibrer. Il entendait des bruits de pas lourds qui marchaient dans le couloir, des pas qui s'arrêtaient juste devant sa porte. Parfois, il entendait distinctivement la voix de son grand frère décédé qui l'appelait par son nom d'enfance. « Moussa, Moussa, qu'as-tu fait de mes enfants ?» Il allumait les lumières en tremblant, mais les ampoules grillaient instantanément une par une. Il s'est mis à dormir dans sa voiture sur le parking. Mais même là, le pare-brise se couvrait chaque matin d'une fine couche de terre rouge, comme si quelqu'un l'avait jeté manuellement pendant la nuit pour lui rappeler son crime. Un soir de désespoir, il a fait venir un guérisseur réputé d'une autre région, en lui promettant une somme astronomique s'il arrivait à nettoyer la maison des esprits. Le vieil homme est entré dans la cour avec ses amulettes et ses sacrements. Il n'est resté que 5 minutes à l'intérieur. Il est ressorti en courant, le visage pâle, ses bagages à la main. Il a regardé Moussa avec terreur et lui a dit « Ce ne sont pas des esprits ou des démons qui sont dans cette maison, mon fils. C'est la colère de la terre elle-même. Tu as volé le sang de ton sang. Aucun sacrifice, aucun fétiche ne peut briser la malédiction d'une mère innocente. Rends ce qui ne t'appartient pas, ou cette terre te consommera jusqu'à ce qu'il ne reste que tes os. » Le guérisseur est parti sans même demander son argent. C'est à ce moment précis que Moussa a compris que sa prison n'avait pas de barreaux, mais qu'il était pris au piège. La justice de la terre ne s'est pas arrêtée à Moussa. Elle s'est propagée comme un feu de brousse vers ceux qui avaient validé son crime. Les oncles Tidiane et Suleiman, eux qui pensaient jouir de l'argent du cacao d'Amadou, ont vu leur vie s'effondrer en quelques semaines. L'oncle Tidiane, qui avait reçu sa part en millions de la part de Moussa, a décidé de s'acheter une nouvelle jeunesse en épousant une 4e femme, très jeune, de la ville. Le jour du mariage, alors qu'il frimait devant les invités, il a été pris d'une paralysie soudaine des 2 jambes. Les médecins de l'hôpital n'ont rien trouvé. Ses muscles étaient sains, mais ses jambes refusaient de le porter. Il a fini cloué sur une chaise roulante de fortune, obligé de dépenser jusqu'à son dernier centime dans des traitements inutiles. Quant à l'oncle Suleiman, son châtiment fut d'une autre nature. Ses propres enfants, qu'il avait nourris avec cet argent maudit, se sont révoltés contre lui. Son fils aîné est devenu fou
du jour au lendemain, errant dans les rues du village en criant les secrets de la réunion nocturne où le complot avait été signé. La honte s'est abattue sur sa concession. Les deux vieillards, autrefois respectés, mouraient de honte et de maladie dans leur coin, abandonnés de tous. Le village murmurait: on ne mange pas l'argent des orphelins sans que les ancêtres ne comptent les morceaux. Moussa voyait ses complices tomber les uns après les autres, sachant que son tour approchait à grands pas. Moussa était ruiné. Ses comptes étaient à sec. Les oncles qui l'avaient soutenu l'ont abandonné dès qu'il n'y a plus eu d'argent à partager. Il a essayé de vendre la terre à des promoteurs de la ville, mais dès que les acheteurs venaient visiter le domaine, ils étaient pris d'une panique inexplicable et s'enfuyaient en annulant la vente. La terre s'était refermée sur lui. Il possédait des hectares valant des millions de francs CFA, mais il mourait de faim au milieu de ces champs stériles. Un an jour pour jour après la mort d'Amadou, on a retrouvé Moussa assis sur le bord de la route, devant la barrière du domaine. Il avait perdu la moitié de son poids. Ses vêtements étaient en guenilles. Il parlait tout seul, demandant pardon à l'esprit de son frère et à la terre. Il avait tout perdu: sa santé, son argent, sa dignité. Le conseil des sages du village a fini par reprendre les choses en main. Ils ont envoyé une délégation chercher Aminata et ses enfants. Quand la veuve est revenue, elle a trouvé son beau-frère brisé. Elle n'a pas cherché à se venger. Elle a simplement marché vers la plantation, a déposé un peu d'eau bénite sur le sol et elle a dit: le prix a été payé. Les enfants d'Amadou sont de retour à la maison. Dès le lendemain, l'odeur mystérieuse a disparu de la maison. Les arbres restants ont recommencé à donner des fruits en abondance. Aujourd'hui, le fils aîné d'Amadou gère le domaine avec sa mère et la prospérité est revenue. Moussa, quant à lui, vit comme un étranger dans le village, survivant grâce à la charité de cette même veuve qu'il avait chassée. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. L'injustice peut courir pendant un an, mais la vérité la rattrape en un jour. Ne touchez jamais au bien de la veuve et de l'orphelin, car la justice des hommes peut être achetée, mais la justice de la terre et des ancêtres est implacable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du châtiment de Moussa. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour ne pas manquer aucune de nos prochaines histoires. À bientôt.